Ça ne vous aura pas échappé, cet été 2022 aura été marqué par plusieurs vagues de chaleur et des sécheresses sur de grandes portions du territoire national et aussi dans le monde. On a par exemple entendu dire que le lac de Serre-Ponçon n'avait jamais été aussi bas depuis la mise en eau du barrage. Donc ça nous a permis de voir l'intérêt d'avoir des données pertinentes sur les températures, les niveaux des cours d'eau, des nappes phréatiques, etc. Pour évaluer la sévérité de l'événement au regard de données historiques sur les sécheresses et les canicules précédentes, mais aussi d'essayer de gérer au mieux la ressource en eau, du moins on l'espère. Les débits des cours d'eau et la température ne sont pas les seuls paramètres environnementaux à être monitorés. Beaucoup de nos activités sont dépendantes de paramètres externes. L'aviation civile a besoin de mesures fiables du vent, les barragistes ont besoin de connaître le niveau d'eau dans les réservoirs, etc. Et puis bon, il n'y a pas que les milieux naturels qui sont suivis de près. Certains procédés industriels ont besoin d'informations sur l'état du système en temps réel. Par exemple, le reflow des soudures SMD a besoin de suivre des courbes de température précises. On a donc besoin de capteurs qui peuvent mesurer ces températures et aussi d'un système de contrôle qui permet d'apporter les variations nécessaires. Et comme on a besoin de connaître l'état des systèmes qui nous entourent, on a trouvé des moyens de les mesurer. Comment on mesure? Qu'est-ce qu'on mesure? Avec quoi? Tout ça, c'est l'instrumentation, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. L'instrumentation, elle répond aux besoins de connaissance d'un système. Le système, ça peut être un cours d'eau, une machine industrielle, l'air ambiant, etc. Le besoin de connaissance, quant à lui, il peut découler de nombreuses contraintes, comme par exemple l'assurance qualité d'un processus industriel, ou la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de certains dangers. Dans notre environnement quotidien, un des milieux les plus surveillés, ce sont les cours d'eau. C'est à la fois une source d'énergie, une commodité pour les loisirs et le transport, et de nombreux autres usages, mais c'est aussi un milieu qui peut se révéler destructeur lors d'épisodes de crue, comme celle liée à la tempête Alex en 2020. Si le niveau du cours d'eau est trop bas, vous risquez de ne plus pouvoir produire d'énergie si vous êtes gestionnaire d'un réservoir d'une centrale hydroélectrique, ou vous pouvez risquer de ne plus pouvoir faire passer vos bateaux. A l'inverse, s'il est trop haut, ou si le débit est trop important, les populations alentours elles risquent de subir une crue et les dommages qui vont avec. Endommagement des bâtiments, de routes, les risques mixtes. Donc il faut dans ce cas prévoir des mesures d'urgence pour protéger les habitants, comme des lâchers d'eau sur des barrages ou des évacuations de population. On comprend donc assez aisément la nécessité d'avoir un suivi des cours d'eau, à la fois dans un souci d'utilisation de la ressource, et pour la protection des populations. Pour la suite de la vidéo, je vais me recentrer essentiellement sur l'instrumentation de l'environnement, parce que c'est mon centre d'intérêt à la fois personnel et professionnel, mais il est possible de faire de nombreux parallèles avec les autres domaines. Parce que, après tout, même si chaque domaine a ses propres contraintes, parfois très fortes, comme dans le domaine de l'aviation, les principes de base sont généralement valables partout. Si on dispose aujourd'hui de données quasiment continues sur bon nombre d'instrumentations, il n'en a pas toujours été ainsi. La technique a pas mal évolué au cours du temps, et puis cette évolution, elle est fortement liée à celle de la science et de la technologie. En développant une meilleure connaissance des milieux, on parvient à mieux appréhender la manière de les mesurer. Et d'autre part, le développement de l'informatique moderne a beaucoup apporté à l'instrumentation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les premières méthodes de suivi, elles étaient plutôt rudimentaires. On est sûrement nombreux à connaître le zouave du pont de l'Alma, même sans l'avoir jamais vu. Il s'agit d'une statue qui sert fréquemment de repère pour visualiser l'importance d'une crue de la Seine à Paris, et c'est une fonction qu'il occupait déjà lors de la grande crue de 1910 et, comme on peut le voir sur cette image, lors de la crue de 1924. Alors bien sûr, c'est une méthode qui donne des résultats limités. On a une idée de la hauteur du cours d'eau au moment où on regarde la statue, mais on ne connaît pas le débit ou les différents paramètres physico-chimiques de l'eau. On reviendra par ailleurs dans une prochaine vidéo sur quelques méthodes rudimentaires qui ont existé. Pour rester dans le domaine des cours d'eau, en s'appuyant sur des échelles limnimétriques, qui sont, pour caricaturer, de grosses règles graduées lisibles de loin qu'on pose sur les berges des cours d'eau à certains endroits particuliers, on peut avoir une mesure plus précise de la hauteur et, en se basant sur des courbes de tarage, une approche du débit. L'évolution des connaissances scientifiques elle nous a permis d'établir des relations entre la hauteur d'un cours d'eau et son débit. Je simplifie énormément. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans le calcul du débit, notamment la vitesse d'écoulement de l'eau en elle-même, mais la hauteur d'eau donne une première indication, toutes choses égales par ailleurs. Notre échelle lignimétrique nous donne une indication de la hauteur d'eau, mais elle a pour le moment toujours besoin que quelqu'un passe, jette un coup d'œil dessus et note ensuite la mesure. On a là une mesure ponctuelle.
Parmi d'autres types de mesures ponctuelles, on peut citer des relevés lidar, photogrammétriques, des mesures topographiques, la mesure de température avec un thermomètre domestique, etc. En gros, il faut une intervention humaine pour faire la mesure ou pour la déclencher. Mais il est possible de mettre en place des mesures automatiques, que l'on pourrait qualifier de continues. Dans ce cas-là, on met un dispositif de mesure en place et les relevés se font quasiment tout seuls. Soit à un pas de temps défini, on peut dire toutes les heures, toutes les secondes, suivant un peu le phénomène que l'on a à suivre, soit du fait d'un déclencheur externe. Ces mesures, elles sont faites par un dispositif d'acquisition. Et encore une fois, si ces mesures automatiques sont possibles, c'est du fait des évolutions de la science et des technologies. À partir du moment où on a compris quelle était la relation entre la distance et la vitesse du son dans un milieu, on a pu envisager la réalisation du sonar, c'est-à-dire un dispositif qui envoie une onde sonore, qui rebondit sur un obstacle, la surface de l'eau, et qui revient vers le capteur. On mesure le temps mis entre l'émission et la réception du signal, on multiplie par la vitesse du son dans l'air et on obtient la distance aller-retour. On reviendra plus en détail sur le principe du sonar dans une autre vidéo. L'important, c'est ici qu'on dispose d'un capteur électronique qui peut transcrire l'information désirée, la hauteur d'eau, en un signal que peut interpréter un dispositif d'acquisition pour réaliser la mesure. Alors évidemment, le sonar ne nous donne pas directement la hauteur d'eau, il nous donne la distance entre le point de mesure et le niveau d'eau. Après, par petite opération mathématique, on retrouve la hauteur réelle d'eau. On peut considérer qu'à partir du moment où on peut traduire une grandeur en un signal électronique, on peut automatiser la mesure. Enfin, les dispositifs d'acquisition sont eux aussi le fruit de ces évolutions, puisqu'il a fallu comprendre comment réaliser la mesure de ces signaux, les traiter et les stocker pour une consultation ultérieure, etc. D'une certaine manière, le développement des dispositifs d'acquisition est très lié à celui de l'informatique moderne, et on peut d'ailleurs les considérer à certains égards comme des micro-ordinateurs. Pour en revenir à notre rivière, puisqu'on sait désormais comment mesurer une distance à l'aide du son, on a un moyen d'en mesurer la hauteur sans passer par une lecture humaine d'une échelle lignimétrique. D'autres paramètres peuvent également être mesurés sans intervention humaine, comme la température, le pH, la conductivité, etc. Combinons ces capteurs ensemble pour obtenir une station de mesure. Avec un seul dispositif, on a un suivi à intervalles réguliers de notre rivière. On sait quelle est la hauteur d'eau et comment elle varie au cours de la journée et de l'année, comment varie la température en fonction de la saison, etc. On peut avoir, si on le souhaite, une mesure toutes les minutes sans avoir un préposé aux instruments sur place, les yeux rivés sur l'échelle lignimétrique. Toutefois, le passage d'une personne sur site reste encore nécessaire pour récupérer les données ou pour modifier le paramétrage de la station. Donc si la station est facilement accessible, en bordure de route, etc., c'est pas trop un problème. Mais si elle se situe dans une zone isolée ou dont l'accès est complexe, les déplacements peuvent devenir compliqués, voire dangereux. Dans ce cas, il sera nécessaire d'avoir recours à des moyens d'accès particuliers. Ça peut être l'utilisation de l'héliportage, de nacelles ou d'accès sur corde. Par ailleurs, pour des dispositifs destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes, comme un système d'alerte en cas de crue, devoir aller sur place pour récupérer les données enlève une grande partie de l'intérêt à une acquisition automatique. On saura après coup comment a varié la hauteur d'eau, mais il sera trop tard. Ce serait bien si on pouvait accéder aux données sans y aller, non? Heureusement, on peut maintenant compter sur les télécommunications, soit la capacité à faire communiquer des DAQ entre eux et avec des serveurs de collecte et de contrôle sur de grandes distances. Ces communications étaient d'abord filaires, ce qui veut dire que pour pouvoir en bénéficier, la station devait disposer d'une ligne dédiée. Si on ne veut pas faire de gros frais pour amener une ligne téléphonique jusqu'à la station, ça limite les possibilités d'implantation aux endroits où les télécoms sont déjà disponibles. Mais ces endroits ne sont pas forcément les plus pertinents d'un point de vue de la mesure. Par la suite, avec le développement des technologies radio et cellulaires, GSM Data, 3G, 4G, les bandes ISM, il est devenu possible d'implanter une station à peu près n'importe où. On reste toujours soumis, dans le cas des communications cellulaires, à la réception du réseau, mais le rayon d'action a quand même été largement augmenté. Et puis, même quand on ne reçoit pas de réseau, on peut combiner ces différentes méthodes de communication pour aller chercher ce réseau, notamment réseau data, qui permet ensuite d'envoyer les données vers Internet. Voilà, on a brossé les évolutions techniques et scientifiques qui nous amènent au point où nous en sommes aujourd'hui en termes d'instrumentation. Donc maintenant, on va faire une petite simulation. Nous voici chargés aujourd'hui de suivre une rivière en un point donné. Après quelques recherches, on sait qu'il faut suivre la hauteur d'eau, le pH, la température de l'eau et de l'air, et qu'on va pouvoir communiquer avec la station par réseau 4G.
Maintenant, il va falloir se pencher sur le choix des capteurs, et attention, c'est la zone. Parce que la science et ses applications, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire aussi variées que les acteurs qui la produisent et qui l'utilisent. Pour un même paramètre, on peut déjà avoir différentes méthodes de mesure. On a parlé du sonar pour la hauteur de l'eau. On pourrait avoir des capteurs de pression, des capteurs qui se basent sur le même principe que le sonar mais avec la lumière, le lidar. C'est qu'un extrait, il y en a d'autres. Et ensuite, il faut que cette mesure arrive jusqu'au DAQ. Et pour ça, on a différentes méthodes de transmission du signal. On peut soit transmettre un signal analogique, une tension, une intensité ou des impulsions, soit un signal numérique. Et c'est pareil, question signaux numériques, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été inventif. On a, pour n'en citer que quelques-uns des plus connus et plus utilisés, le RS-232, le RS-485, le Modbus, le SDI-12, l'I2C, le SPI, CANopen, etc. Chacun a été conçu pour répondre à des objectifs ou à des contraintes spécifiques. On parlera un peu plus en détail des signaux analogiques et numériques dans une prochaine vidéo, mais je voulais juste faire ce petit aparté pour mentionner leur existence. Mine de rien, cette diversité, elle va être très importante dans les choix qu'on va devoir faire derrière. Ces signaux et ces protocoles, ils vont en effet conditionner le choix des capteurs et des dispositifs d'acquisition, parce qu'il faut s'assurer de leur compatibilité. Vous avez peut-être trouvé le capteur parfait pour ce que vous voulez mesurer en termes de résolution, stabilité, etc. Mais si celui-ci ne communique qu'avec le protocole numérique I2C, vous ne pourrez pas l'utiliser avec un dispositif d'acquisition Campbell CR1000 qui ne supporte pas ce protocole. Encore une fois, c'est un point qui sera abordé dans une prochaine vidéo. Mesurer et transmettre automatiquement les données est au cœur de bon nombre de systèmes d'instrumentation aujourd'hui, en permettant notamment d'envoyer à des opérateurs distants des informations sur l'état du système surveillé, voire des alarmes si les paramètres monitorés dépassent des seuils d'acceptabilité. Le long de certaines routes de montagne, des capteurs le plus souvent invisibles depuis l'habitacle de votre voiture surveillent automatiquement l'état de masse rocheuse instable ou la survenue d'avalanches bien plus haut dans le versant. Ceci permet de pouvoir couper la circulation via des feux ou des barrières si des événements sont détectés. Ceux qui ont déjà emprunté la route de la Grave en venant de Grenoble se souviennent peut-être d'avoir croisé des feux à un moment donné vers le lac du Chambon avec un panneau avalanche. C'est un DRA, détecteur routier d'avalanche. Si une avalanche est détectée plus haut dans le versant, les feux se mettent au rouge, la circulation est interrompue, l'avalanche elle passera éventuellement au niveau de la route, mais selon toute logique, si vous respectez bien les signaux, sans faire de victimes. Autre exemple, le dispositif EARLOS, ou Eastern European Lahar Alarm and Warning System, admirez l'accent anglais, qui est là pour sécuriser les populations contre le risque de lahar en provenance du lac de cratère du Mount Ruapehu en Nouvelle-Zélande. Un tel phénomène issu de ce volcan, de ce même endroit, a causé la mort de 151 personnes en 1953 lors de ce qui est appelé le Tangiwai Disaster, où le lahar a emporté un pont ferroviaire en précipitant un train de passagers dans la rivière en dessous. On reviendra probablement sur ce dispositif dans une prochaine vidéo. On peut également parler des mesures des cours d'eau ou de l'enregistrement des séismes. Certaines organisations mettent à disposition ces données en accès libre sur le net, si vous êtes curieux. C'est le cas des données des cours d'eau de l'United States Geological Survey, ou USGS, et des enregistrements sismiques de l'UNISTRA en France. Vous trouverez les liens vers les données de ces organisations dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le monde de l'instrumentation est vaste et nous avons à peine effleuré la surface de la thématique. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Pour celles et ceux qui voudraient déjà aller un peu plus loin, vous trouverez dans la description de la vidéo quelques liens de biblio qui m'ont servi pour la préparation de cette vidéo. Ça fait 2 fois vidéo. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo tous les mois. En attendant la prochaine, portez-vous bien. Salut!